Alors, on va juste prendre un quart d'heure, je vais essayer de tenir un quart d'heure, sur cette dernière question qui est le printemps arabe, et c'est une question, vous le remarquerez, lobby islamiste. Alors, en introduction, pour moi, l'objectif, c'est surtout d'essayer de montrer quel est l'intérêt de la question, pourquoi cette question-là, et pourquoi est-ce qu'elle nous intéresse tellement. Parce que, à travers le printemps arabe, il y a quand même un problème. Il y a, je dirais, ce qui nous apparaît, nous, comme une contradiction. Le printemps arabe, a été perçu par nous comme une grande vague de démocratisation. Alors je rappelle que cette vague de démocratisation, elle a commencé en Tunisie, vous savez, décembre 2010, quand un jeune Tunisien s'immole par le feu, et qu'à partir de ce fait divers s'est transformé en révolution, et le 14 janvier, c'est le régime Ben Ali, qui était au pouvoir depuis 87, qui a été balayé, et ensuite ce printemps arabe, vous le savez, comme une forme d'incendie, un feu de brousse s'est répandu dans l'ensemble des pays du Maghreb et du Mashrek. Ensuite ça a été l'Égypte, et vous savez qu'en février, c'est la diapositive qui est ici, c'est Hosni Moubarak, qui est au pouvoir depuis 81, qui tombe, et puis ensuite en mars 2011, c'est la Libye qui commence à être le lieu de l'insurrection. Ce qui nous intéresse, nous, ce qui est particulier pour nous, c'est que cette vague de démocratisation, elle va aboutir à quoi ? Et c'est là la contradiction qui nous intéresse aujourd'hui. Elle aboutit partout, à la victoire des partis islamistes. Dans les 3 pays qu'on a évoqués, moi j'en garderai surtout 2, Tunisie et Égypte, mais c'est le cas en Libye. Dans ces 3 pays-là, les partis islamistes l'ont emporté partout, dans toutes les élections, qu'elles soient législatives pour l'instant, présidentielles en Égypte dans quelques jours. Et alors par exemple, prenons un exemple parce que celui-ci nous a particulièrement marqué, c'est l'exemple en Tunisie. Vous avez ici l'exemple. En Tunisie, le parti islamiste s'appelle Ennahda, son leader c'est Ghanouchi, vous avez le nom ici. Eh bien, aux élections législatives, un parti qui était un parti à l'exil, un parti qui était un parti martelé par la répression pendant 30 ans, Ennahda emporte 40% des sièges, 40% de l'Assemblée législative. Donc vous voyez, la victoire, elle est majeure. Et je crois que ce qui nous intéresse, nous, c'est le sentiment de cette contradiction. Comment une vague de démocratisation peut aboutir à voir arriver au pouvoir ce que nous, je dis bien nous estimons comme une anti-démocratie, comme un mouvement antidémocratique. Je crois que c'est le sens de la question. Alors, sur cette contradiction, je crois qu'il y a 2 points à apporter. La première chose d'abord, c'est qu'en fait, il n'y a pas forcément contradiction. Bien souvent, je citerai ici le livre d'un auteur qui s'appelle Sharp. Son livre, c'est De la dictature à la démocratie. Il est sorti dans les années 70, aujourd'hui il est lu immensément dans le monde arabe. Et bien Sharp, il démontre en fait qu'il n'a jamais été écrit nulle part qu'une révolution devait forcément entraîner la démocratie. Au contraire, on a des exemples multiples qui montrent qu'une révolution peut très bien engendrer une dictature, parfois pire que la dictature que la révolution elle-même a abattue. Alors un exemple, celui-ci il est connu, c'est l'Iran. En 79, la révolution iranienne de 79, elle balaie la monarchie du Shah, le Shah d'Iran, et elle donne naissance à quoi ? À une république islamique de l'Ayatollah Khomeini qui est plus impitoyable que la dictature du Shah d'Iran. Et puis le deuxième point, c'est que je crois qu'en fait, il n'y a pas contradiction parce que ce qui est en cause, c'est pas tellement le passage de la révolution au parti islamiste, ce qui est en cause, c'est nos conceptions à nous. Nous sommes persuadés que les partis islamistes sont une forme de régression. Et évidemment, comme nous partons de cette conception-là, il y a contradiction. Si nous estimons que l'islamisme et que le parti islamiste sont forcément une force de régression, il y a contradiction. Mais peut-être en fait que c'est notre conception à nous qu'il faut changer. Peut-être que c'est notre vision à nous qu'il faut mettre en cause. Et peut-être qu'après tout, le mouvement islamiste auquel nous sommes aujourd'hui confrontés sont peut-être beaucoup plus le produit de la modernisation qu'une force de régression. Je ne dis pas qu'ils sont modernisateurs, je dis qu'ils sont le produit de la modernisation des sociétés arabes. Alors cette modernisation, elle est ratée, cette modernisation, elle est déséquilibrée. Et vous allez voir que ces partis islamistes-là sont tout simplement le produit de la modernisation des sociétés arabes. Et quand on regarde les choses ainsi, il y a peut-être moins de contradictions que ça, finalement. Alors moi j'ai 3
notions à essayer de vous démontrer ici, 3 thèmes. Le premier thème d'abord, c'est qu'on ne peut pas parler d'islamisme au singulier. Il y a les islamistes. Et on va voir en fait que des partis, il y a 2 grandes matrices, 2 grandes familles. Ça, c'est le premier point. La deuxième chose que j'aimerais démontrer avec vous rapidement, c'est qu'en fait, c'est ce que je viens de vous dire. Les partis islamistes que nous connaissons aujourd'hui sont des partis qui sont des partis produits de la modernisation des sociétés arabes. Et puis enfin, dernier point, pour triompher, ces partis islamistes ont été contraints de se transformer, ont été contraints de changer leurs principes, leurs pratiques. C'est vrai en particulier pour ceux, on va le voir, qu'on appelle les salafistes. Bon. L'idée que des salafistes puissent s'engager en politique, c'est une aberration par rapport à leurs principes, parce que tous leurs principes prouvent le contraire. Eh bien, en emportant les élections, les islamistes pour l'emporter ont été contraints de se transformer. Et en se transformant, ils vont être amenés par eux-mêmes à dépasser l'islamisme classique. Autrement dit que la victoire des partis islamistes annonce ce qu'on appelle le post-islamisme. L'arrivée, ou plutôt une nouvelle étape dans l'islamisme, un islamisme qui ne peut plus ressembler à l'islamisme d'hier. Alors la première chose que je voulais vous montrer ou démontrer ici, c'est qu'on ne peut pas dire un, mais des. Des mouvements islamistes, il y en a 2. Il y a 2 matrices, il y a 2 formes. La première forme, vous l'avez ici, c'est ce qu'on appelle les frères musulmans. Alors les frères musulmans, c'est une confrérie, ne disons pas secte, une confrérie, qui a été créée en Égypte en 1928 par un enseignant qui s'appelle Al-Banna. Le thème de cet enseignant en 1928 au Caire était de dire il faut régénérer le monde arabe. Le monde arabe est tombé en décadence, il est tombé en déclin. Et le meilleur moyen pour nous, en tant qu'Arabes, de régénérer le monde arabe, c'est de récupérer les méthodes des empires coloniaux qui ont si bien marché, de récupérer leurs pratiques, de récupérer leurs techniques, mais attention, leurs techniques pour la régénération de notre monde. Et vous voyez que les frères musulmans ont ce balancement permanent qui d'ailleurs sur la contradiction jusqu'à aujourd'hui. Cette contradiction permanente des frères musulmans entre conservatisme, il faut retrouver le monde arabe d'hier, et modernisme. On va récupérer les méthodes les plus modernes pour ça. Ces frères musulmans, qui sont, vous savez, très très puissants en Égypte, aujourd'hui en Égypte, ils sont la majorité, donc c'est le parti de la liberté et de la justice, ils sont la majorité en Égypte. Vous savez que leur candidat est celui qui a été qualifié au 2e tour de l'élection présidentielle, mais en fait, les frères musulmans ont essaimé dans l'ensemble du monde arabe, du monde arabo-musulman. Un exemple, en Tunisie par exemple, Ennahda est un parti qui est un parti des frères musulmans, mais en Tunisie. C'est pareil en Libye, il y a également un parti proche des frères musulmans. Alors ce n'est pas une organisation centralisée, mais c'est un exemple, les frères musulmans ont servi de matrice et les autres partis sont devenus, je dirais, des partis proches des frères musulmans. Les frères musulmans forment, alors je n'ai pas marqué ici, ou en tout cas ça n'apparaît plus, ce qu'on appelle un islamisme politique. Pour eux, il faut intervenir dans la politique pour changer la donne, pour régénérer le monde arabe. Alors cette politique, vous l'avez vu, c'est pour le meilleur et pour le pire. Les frères musulmans dans les années 60, comme les frères musulmans qui se sont engagés en politique, sont obligés d'affronter des tyrannies, des dictatures. En Égypte, c'est Nasser. Les frères musulmans vont en arriver à la violence militaire. Ici, par exemple, cette image que vous connaissez peut-être pour un certain nombre d'entre vous, c'est l'assassinat de Sadat. Sadat, c'est le président égyptien qui a succédé à Nasser. Il est éliminé par une toute petite confrérie des frères musulmans, éliminé physiquement, comme vous le voyez. Alors ensuite, ça va engager la répression du pouvoir, mais les frères musulmans resteront sur l'engagement politique et continueront à s'engager politiquement. Ça, c'est la première famille. Cette famille-là, c'est la famille majoritaire. La deuxième famille, vous l'avez donc sur votre droite, c'est ce qu'on appelle les salafistes. Alors salafistes, en arabe, ça vient de salaf. Salaf, ça veut dire pieux. Les salafistes, c'est en fait un islamisme qui considère que pour retrouver, c'est le même thème ici, pour retrouver la pureté originelle, pour retrouver sa puissance, le monde arabe doit retrouver sa pureté originelle. Autrement dit qu'il doit se débarrasser de toute forme d'occidentalisme, de toute forme d'occidentalisation. Il doit redevenir pur. Ça veut dire une lecture rigoureuse, strictissime du Coran et rien de plus. Mais c'est déjà l'essentiel. Alors ces salafistes ici, vous les voyez, le principal parti salafiste, il s'appelle Al-Nour en Égypte, c'est la deuxième force politique du pays. Ce qui est intéressant dans la position des salafistes actuellement, c'est que les salafistes, ils sont apolitiques. Ça veut dire qu'eux, ils n'en font pas de politique. Ils ne font pas de politique. Ils n'en faisaient pas, plus exactement.
Alors pourquoi est-ce qu'ils ne font pas de politique? Parce qu'ils considèrent en règle générale que la politique c'est méprisable. La politique c'est secondaire. C'est pas la politique qui est important, c'est la religion. Ils ont un mot, fitna, F-I-T-N-A, ça veut dire en fait, fitna c'est ce qui est méprisable. Fitna c'est... La politique elle crée la discorde, voilà, la fitna c'est la discorde. La politique elle crée la discorde, et la discorde, finalement, ça n'avance rien de bon. Le deuxième point par contre, c'est qu'ils sont aussi anti-politiques. Ça veut dire que pour eux la politique c'est le blasphème. Pourquoi? Que font la politique? M. Meignet l'a dit, l'élaboration de règles communes. Mais on n'a pas besoin d'hommes politiques pour faire ça. Il y a un texte qui élabore les règles communes, et celles-ci elles sont pures, c'est les règles de Dieu, c'est le Coran. Inutile de demander à des politiques d'appliquer des règles communes de vie. Le Coran suffit. La politique elle doit disparaître. C'est l'expression que vous avez ici. Je cite, la meilleure politique, c'est l'abandon de la politique. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ce parti-là, que tout prédisposé dans ses principes ADN à ne jamais faire de politique, s'est engagé en politique. C'est bien pour vous dire, et on reviendra à ça rapidement, c'est bien pour vous montrer que ces partis islamistes, pour gagner, ont été obligés de se transformer. Les salafistes sont engagés dans la politique alors que rien ne les prédisposait à ça. Alors dans un deuxième temps, il faut bien voir que cet islamisme-là est le produit de la modernisation du monde arabe. Cette modernisation, elle va de deux sens. Une modernisation d'abord sociale et une modernisation culturelle. Alors socialement, la modernisation de ces sociétés arabes, elle est très visible ici, on le voit. On a d'abord un rajeunissement, un très net rajeunissement. Dans ce monde arabe, nous avons ici des jeunes qui représentent, les moins de 25 ans, qui représentent 50% de la société. Et on ne gère pas une société jeune comme une société de personnes âgées. Ce n'est pas exactement le même rapport, ce n'est pas les mêmes équilibres. Deuxième chose qui change, qui crée ce bouillonnement social, c'est que non seulement cette population est jeune, mais surtout elle est urbaine. Aujourd'hui, le monde arabe, il est un monde majoritairement urbain. Il suffit de voir des villes monstres. Prenez par exemple Alger. Alger a été multiplié par 4 en 50 ans. Aujourd'hui, Alger, c'est 2 millions de personnes. Prenez le Caire, aujourd'hui, c'est 16 millions. Vous avez des monstres urbains difficilement gérables. Rajeunissement, urbanisation, et puis enfin l'alphabétisation, et c'est peut-être le plus important. Ce monde arabe est un monde où l'alphabétisation devient de plus en plus important. Alors cette alphabétisation, attention, il est encore minoritaire. Mais quand on regarde les taux d'analphabétisation, donc ça veut dire de ceux qui ne savent pas lire ici, on se rend compte en fait que les taux d'analphabétisation sont de plus en plus faibles. Alors ils sont encore immenses par rapport à nos normes, mais ils sont beaucoup plus faibles aujourd'hui. Regardez en Libye, on a, même si les sources peuvent être contestées, on a 5% des moins de 25 ans qui ne savent pas lire. Regardez en Égypte, regardez au Maroc, regardez en Tunisie. Or, ce qui est intéressant, c'est que l'alphabétisation, c'est le levain de la contestation. On s'est rendu compte, un sociologue s'appelle Emmanuel Todd, s'est rendu compte que quand on arrive à un certain seuil d'alphabétisation, c'est souvent ce seuil-là qui déclenche les révolutions qui vont mettre à bas les pouvoirs autoritaires. En règle générale, pour Emmanuel Todd, il faut au moins 40% de gens qui savent lire. Quand on arrive à ce seuil-là, on se déclenche un mécanisme mental, social, culturel qui met à bas les tyrannies. Prenez 89 en France, prenez la révolution russe en 1917, prenez le printemps arabe ici, dès qu'on a atteint un certain seuil, se déclenchent des révolutions qui vont balayer les pouvoirs en place. Enfin, la modernisation culturelle, elle est double. D'abord, c'est l'occidentalisation. Alors, je n'y reviens pas puisqu'on en a ici largement parlé. Rappelons néanmoins que ce monde arabe adopte un certain nombre de valeurs culturelles occidentales. D'abord, le goût du lucre, le goût de l'argent, qui a été développé par le boom pétrolier des années 70. L'Internet, la télévision en continu, pensez à Al Jazeera. Il y a donc des phénomènes très nets d'occidentalisation. Et en même temps, cette occidentalisation-là, elle entraîne une réaction qu'on va appeler la réislamisation, c'est-à-dire une réaction de retour à un certain nombre de valeurs qu'on estime piétinées par quoi? Le goût de l'argent, qu'on estime piétinées par la télévision, par Internet. Il y a donc ce double phénomène, l'occidentalisation et la réaction à l'occidentalisation. Eh bien, toutes ces tendances-là, elles nourrissent les partis islamistes. Et quand on se pose la question, Gilles Kepel, quand on se pose la question de savoir quel est le portrait type de l'islamisme, on a deux versions. On a ceux qui disent l'islamisme, c'est finalement les pauvres. C'est ceux qui sont abandonnés dans les bidonvilles à Alger ou au Caire. C'est ceux qui sont dans les campagnes à Tunisie et qui, eux, ne voient jamais rien arriver des fonds qui sont issus du tourisme. Alors c'est vrai, eux, ils sont un terreau de l'islamisme. Mais dans le même temps, et Gilles Kepel l'a dit, il y a aussi un autre portrait. Les étudiants, ingénieurs,
talentueux, qui bien souvent se retrouvent au chômage, car il faut voir les taux de chômage dans ces pays ici. Or ces taux de chômage, ils ne frappent pas tout le monde de la même façon. Assez curieusement, mais ça pourrait s'expliquer, dans ces pays arabes, le chômage touche en particulier les jeunes, et surtout les jeunes diplômés. Alors je vais vous le montrer ici. Voilà, les jeunes diplômés, ceux qui ont déjà des études supérieures. Officiellement, 22% en Tunisie sont au chômage. Eh bien en fait, Gilles Kepel a bien montré que ce qui fait le succès de l'islamisme aujourd'hui, c'est qu'il est capable d'agglomérer ces deux catégories-là. Les pauvres. Pensez à la Tunisie, l'insurrection est née dans les quartiers ou dans les cantons ruraux pauvres qui n'ont jamais rien gagné au tourisme. Et de plus en plus maintenant, les jeunes, alphabétisés, universitaires, ingénieurs, qui ont fini leur étude et qui se retrouvent sur le sable, en dépit des promesses qu'on leur a faites. C'est ce qui explique l'extraordinaire victoire des partis islamistes partout. Enfin, un dernier point, c'est que, comme je vous l'ai dit, pour gagner les élections, les partis islamistes ont été contraints de changer. Et que donc, dernier point, ces victoires, en fait, annoncent ce qu'on appelle le post-islamisme, c'est-à-dire le dépassement de l'islamisme classique. Alors, en quoi ? D'abord, c'est que les islamistes n'arrivent pas dans une société neutre, dans une société qu'ils peuvent bâtir à leur image. Ils vont être contraints de s'adapter à la réalité de la société. En Tunisie, par exemple, vous le savez certainement, les femmes bénéficient de ce qu'on appelle un statut particulier. Autrement dit, les femmes ont des droits qui leur sont garantis par la Constitution. Le droit d'abord d'être célibataire, le droit de ne pas avoir à porter le voile, le droit de pouvoir travailler. Le parti Ennahda, qui a gagné les élections, a lancé une campagne. Femmes non voilées, femmes impies. On peut difficilement faire plus clair. Eh bien, cette campagne a provoqué un tollé général dans la société tunisienne. Et en particulier un tollé général des femmes. Donc la première chose, vous voyez, c'est que ces partis islamistes qui ont gagné vont devoir s'adapter à une société qu'ils n'ont pas créée, qu'ils n'ont pas bâtie, qui ont des droits. Et des droits qu'un certain nombre de femmes ne veulent pas leur retirer. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que pour gagner les élections, ces partis islamistes, ils ont été contraints de faire quoi ? D'accepter la démocratie. Or, on n'entre jamais en démocratie de manière indemne. La démocratie, qu'est-ce que c'est ? Pour un parti qui n'est pas démocratique, c'est d'accepter le débat, la discussion, le fait que maintenant votre voix va être portée à la majorité, que si vous faites partie de la minorité, vous serez battu. Ces partis-là, c'est pas seulement un jeu. Quand on intègre la démocratie, on en intègre les pratiques. Regardez les grands partis anti-républicains en France au 19e. Ils sont tous partis antidémocratiques, anti-républicains. Pour gagner les élections, ils ont joué le jeu de la démocratie. Une grande partie d'entre eux sont devenus des partis démocratiques. Eh bien, pour le parti ou les partis islamistes, ce sera exactement la même chose. Ils vont être contraints, de gré ou de force, à accepter un certain nombre de ces règles. Un exemple, Ennahda, alors qu'il avait prévu un congrès, n'a organisé aucun congrès depuis sa victoire. Pourquoi ? Parce qu'un congrès impliquerait forcément une clarification de ses règles, de ses bases, de sa politique. Et pour l'instant, il n'en fait pas parce qu'il sait très bien que s'il le fait, il va perdre une partie de ses électeurs, parce qu'il faudra clarifier sa politique. C'est qui ? Les pauvres ? Les ingénieurs qui sont au chômage ? Quelle politique ? Une politique de réapplication du Coran ou de la charia strictissime ou d'adaptation ? Un exemple, en Égypte, entre les élections législatives et les élections présidentielles, les partis islamistes ont perdu un tiers de leur voix. Un tiers de leur voix. Donc vous voyez, il y a ici, je dirais, le post-islamisme. Et puis enfin, un dernier point, pour nous, c'est que les partis laïcs, donc ça veut dire ceux qui ne sont pas ou qui ne se revendiquent pas du Coran, ont une responsabilité. Les islamistes, à Ennahda, 40%, c'est le premier parti en Tunisie, mais c'est pas la majorité. Ennahda va donc devoir trouver des alliés, faire des alliances. Et là, les partis laïcs auront une responsabilité. Soit ils refusent toute alliance, mais alors là, le remède sera pire que le mal, puisque finalement, vous laisserez un parti minoritaire gouverner le pays. Et vous n'intégrerez pas les islamistes dans le jeu démocratique. Soit vous jouez, entre guillemets, le jeu de la coalition, et c'est certainement, dans la circonstance actuelle, la meilleure solution pour ramener ce nombre de partis à l'intérieur du jeu démocratique complet. Enfin, en conclusion, moi j'ai deux points. La première chose d'abord, c'est que le printemps arabe renverse une grande partie de nos conceptions. Nous avons toujours dit, nous, la dictature c'est le mal, la démocratie c'est le bien. Mais en Tunisie, qui a apporté le statut particulier des femmes ? La dictature ? Qui est capable aujourd'hui de leur retirer ? Un parti élu démocratiquement ? Non. Le deuxième point, c'est que je crois que le printemps arabe va faire que, dans 1 ou dans 2 siècles, quand les historiens regarderont le Maghreb, ils considéreront que le 21e siècle au Maghreb est né maintenant.
est né au printemps arabe, et pas le 11 septembre. Nous, en règle générale, on fait du 11 septembre, vous le savez, l'éclatement du 21e siècle pour nous, parce que l'événement a été une rupture. Pour le monde arabe, le 11 septembre, c'est pas une rupture. Le 11 septembre, c'est ce qui a en fait permis au régime autoritaire du XXe siècle de continuer. Pourquoi ? Parce que ça a redonné au régime autoritaire une légitimité. Ils se sont présentés devant les électeurs comme le seul rempart contre les terroristes, et nous-mêmes, en tant qu'occidentaux, qu'avons-nous fait ? Nous les avons considérés comme le meilleur bouclier contre Al-Qaïda et Ben Laden, et ce faisant, nous leur avons donné 10 ou 15 ans d'espérance de vie de plus. Le 21e siècle, dans le monde arabe, il a commencé maintenant. Je vous remercie pour tous et toutes.